Et si je disais que dans près de 98,3% des cas où une rougeur, un bouton ou une plaque de sécheresse apparaît sur un visage, la peau n'est absolument pas le problème. Ouais, c'est fou, mais en fait, c'est le grand paradoxe de la cosmétique moderne. On traite l'épiderme comme une toile inerte qu'il faudrait peindre avec des sérums hors de prix, alors que c'est un organe vivant. Tout à fait. Et aujourd'hui, on met la main sur des données cliniques vraiment stupéfiantes qui prouvent que notre approche des soins cutanés, elle fonctionne complètement à l'envers. On passe un temps infini à rénover la façade d'un bâtiment dont les fondations sont carrément en train de s'effondrer. C'est une excellente image, ouais. La peau, sa structure, elle se construit vraiment de l'intérieur au niveau moléculaire. Alors, décortiquons tout ça. Notre plongée d'aujourd'hui, elle s'appuie sur un article hyper fouillé, publié le 14 avril 2026 par Sacha Coadon sur la plateforme Super Nutrition. Un article très dense, d'ailleurs. Ouais, très dense. Et la mission de cette analyse, c'est pas du tout de faire la liste des crèmes tendances du mois, hein. On va descendre à l'échelle cellulaire pour comprendre comment un groupe de nutriments précis, les acides gras oméga 3, contrôle littéralement l'hydratation et le vieillissement. Et pour ça, il faut absolument parler de cette étude de Gertler menée en 2024. C'est la base de l'article. Exactement. Et le chiffre m'a fait bondir de ma chaise. Sur une cohorte clinique de 60 patients qui souffraient d'imperfections cutanées, 98,3% présentaient une carence sévère en EPA et DHA, les fameux oméga 3. À presque 100%, on parle plus d'une simple coïncidence là. Ah non, clairement pas. Et d'ailleurs, les travaux de Wang, qui sont aussi de 2024 et cités dans la source, ils vont vraiment enfoncer le clou sur cette question. Comment ça? En fait, ces chercheurs ont utilisé une méthode qu'on appelle la randomisation mendélienne pour analyser ce phénomène. Attends, je t'arrête tout de suite. La randomisation mendélienne, c'est le genre de terme qui fait fuir n'importe qui. Qu'est-ce que c'est, très concrètement? Ouais, pardon, le jargon scientifique. Disons que, en termes simples, c'est une technique qui utilise notre code génétique pour prouver une vraie relation de cause à effet, et pas seulement une association par hasard. D'accord. Donc c'est pour éviter le côté «les gens qui mangent mal ont une mauvaise peau», c'est ça? Exactement. On pourrait croire que la mauvaise peau est liée au sucre ou au manque de sommeil ou au stress, mais la randomisation mendélienne, elle isole les gènes spécifiques responsables de l'assimilation des oméga 3. Ah, je vois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'étude prouve que si la génétique d'une personne est dicte des niveaux bas d'oméga 3 dans le sang, le risque de développer des maladies inflammatoires de la peau explose littéralement. C'est une relation de cause à effet direct. Le manque de ce lipide provoque activement la défaillance de la peau. Ok, donc on n'est plus du tout dans la théorie là. Mais physiologiquement parlant, comment l'absence d'une simple molécule de graisse peut faire dérailler tout un organe? L'article parle beaucoup de fluidité membranaire, j'ai un peu de mal à visualiser le truc. Je comprends, en fait, les cellules. Si la cellule est une maison, la membrane c'est le mur, non? Justement, non. Un mur, ce serait une catastrophe pour une cellule. Parce qu'un mur, c'est hermétique. Ah d'accord. Si la membrane cellulaire était un mur de briques, la cellule mourrait de faim en quelques heures, en fait. En biologie, la membrane, c'est une double couche de lipides. Ok. Et les acides gras oméga 3, grâce à leur structure chimique particulière, avec leur double liaison, ils ont une forme un peu courbée. Quand ils s'insèrent dans cette membrane, ils créent de l'espace, de la souplesse. De la souplesse, ouais. C'est ça, et c'est ce qui donne cette fameuse perméabilité sélective dont parle l'article. D'accord, je capte. Donc, c'est pas un mur. C'est plutôt, disons, comme le videur d'une boîte de nuit super compétent. Si le videur est en pleine forme, grâce aux oméga 3, il est dynamique, il laisse entrer les VIP, comme l'oxygène et les nutriments, et il jette les fauteurs de troubles dehors, donc les toxines. Ouais, l'image est excellente. Mais poussons-la un peu plus loin. Que se passe-t-il si ce videur manque d'oméga 3 ? Il s'endort devant la porte? Pire que ça. La membrane va se remplir de graisse saturée ou d'oméga 6. Du coup, elle devient super rigide. Le videur est littéralement pétrifié. Ah ouais, figé sur place. Exactement. Les nutriments rebondissent à l'extérieur, ils ne peuvent plus nourrir la cellule. Et le plus dramatique, c'est que les déchets que la cellule produit naturellement, ils restent coincés à l'intérieur. La cellule commence à s'intoxiquer elle-même, quoi. C'est ça, elle s'étouffe dans son propre métabolisme. Mais attends, si on a des millions de cellules cutanées qui sont en train de s'étouffer parce que leur membrane est verrouillée, j'imagine que le corps ne reste pas à rien faire. C'est ça qui déclenche le feu sous la peau, les plaques rouges, les boutons, etc. C'est exactement le point de bascule. Cette intoxication déclenche une énorme alarme systémique. Et c'est là qu'intervient la fameuse guerre enzymatique détaillée par Sacha Coadon.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Vas-y, explique-nous cette guerre. Pour comprendre pourquoi la peau s'enflamme, faut regarder la compétition qui se joue dans nos tissus. Dans le corps, on a un lipide qui s'appelle l'acide arachidonique. C'est un peu le carburant principal de l'inflammation. Le méchant de l'histoire, en gros. Disons le pyromane. Et de l'autre côté, on a l'EPA, l'acide eicosapentaténoïque, qui est un oméga 3. Ces deux molécules vont se battre physiquement pour utiliser les mêmes enzymes. Donc c'est une sorte de jeu de chaise musicale à l'échelle moléculaire. Et le gagnant dicte le comportement de la peau. Tout à fait. Si l'acide arachidonique gagne parce qu'il y a un manque d'oméga 3, les enzymes vont s'en servir pour fabriquer en masse des médiateurs chimiques pro-inflammatoires, surtout les leucotriènes B4. Waouh. Leucotriène B4, on dirait carrément un nom de code pour un missile. C'est quoi concrètement sur mon visage? Ce sont des signaux de détresse de très haute puissance. Imaginons des fusées éclairantes tirées depuis l'intérieur de la peau. Ah ouais, des fusées éclairantes. Dès qu'elles sont lancées, les globules blancs se précipitent sur la zone. Ça dilate les vaisseaux sanguins pour faire passer plus de sang, ce qui crée la rougeur. D'accord. Et en plus, du plasma s'échappe dans les tissus environnants et paf, ça crée un gonflement. Voilà l'origine d'un gros bouton rouge bien douloureux. Ok, donc ça c'est si l'acide arachidonique gagne. Mais si c'est l'EPA qui chope la chaise musicale? Si l'EPA gagne, il bloque l'enzyme. Il empêche carrément la fabrication de ces leucotriènes B4. En fait, il coupe l'arrivée de gaz avant même que l'incendie se déclare. C'est fou parce que culturellement, on a été habitué à blâmer l'extérieur. Je veux dire, on se dit « Ah, ma peau rougit, c'est le vent froid, c'est la pollution ou le savon ». Mais l'article suggère qu'en réalité, ces rougeurs sont juste les symptômes de cette guerre de territoire enzymatique. Et cette guerre, elle commence même pas dans la peau, figure-toi. Elle commence souvent dans notre système digestif, ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. Le fameux gut-skin axis dont tout le monde parle en ce moment. Ouais. Et la science découvre à peine l'ampleur du truc. L'intestin et la peau, ils communiquent non-stop. Si la muqueuse intestinale est irritée par le stress ou une mauvaise alimentation, elle libère des messagers inflammatoires dans le sang. Et la peau réagit comment à cette alerte rouge venue du ventre? La peau, c'est un organe d'élimination. Donc elle réagit en augmentant massivement sa production de sébum. C'est une hyperséborée de stress. Ok, je comprends pour la peau grasse. Mais avoir la peau grasse, ça explique pas forcément les comédons, les gros points noirs bien incrustés. La clé, c'est un composant précis du sébum, le squalène. En temps normal, c'est super fluide, ça protège, mais dans un climat inflammatoire et sans antioxydants comme les oméga 3, pour le protéger, ce squalène va s'oxyder au contact de l'air dans le pore. Il rouille en quelque sorte? Exactement. L'oxydation modifie sa structure. Il durcit, il s'épaissit comme de la cire froide. Le pore se bouche, les bactéries prolifèrent et le comédon apparaît. C'est dingue de voir à quel point tout ça est mécanique. Les oméga 3 apaisent l'intestin, donc ils freinent l'oxydation, le squalène est liquide et le porc respire. C'est la beauté de la biologie cellulaire, ouais. Mais du coup, une fois que cet incendie chimique est éteint de l'intérieur, il faut bien réparer les dégâts. Et le grand problème d'une peau qui a subi de l'inflammation, c'est la déshydratation, non? Oh que oui, c'est le défi numéro 1. Alors là, je me pose une question. Si ma barrière cutanée est détruite, est-ce qu'il suffit pas juste de se tartiner d'acide hyaluronique comme le disent les pubs? Ah, là. Appliquer des doses massives d'acide hyaluronique sur une barrière défaillante, c'est honnêtement l'une des pires erreurs en cosmétique. Attends, vraiment? Mais l'acide hyaluronique, c'est vendu comme l'hydratant ultime. Comment ça peut être une erreur? Parce qu'il faut comprendre comment ça marche physiologiquement. L'acide hyaluronique, c'est un humectant. Son rôle, c'est d'attirer et de retenir l'eau. C'est une éponge fantastique, on est d'accord? Ok, une éponge? Mais cette éponge, elle a besoin d'être enfermée dans une boîte bien étanche. Et cette étanchéité, elle est assurée par ce qu'on appelle les céramides. C'est un peu le ciment protecteur entre nos cellules. Et devine ce qui stimule la synthèse de ces fameuses céramides. Laisse-moi deviner, c'est les oméga 3? Gagné. Donc, si on résume l'ingénierie du truc, se tartiner de crème sans prendre d'oméga 3, c'est comme verser de l'eau dans une passoire. L'acide hyaluronique est l'éponge, et les acides gras, c'est le film plastique qui empêche l'éponge de sécher. L'analogie de la passoire est parfaite. Si on relie ça à une vision d'ensemble, l'éponge va se gorger d'eau temporairement, ça donne une belle illusion de peau rebondie le matin. Mais l'illusion s'estompe vite. Voilà. Comme il n'y a pas de film plastique cellulaire, l'eau finit par s'évaporer. C'est la PET, la perte en eau transépidermique.
Et le pire, c'est qu'en s'évaporant, l'acide hyaluronique de surface va pomper l'eau des couches profondes de la peau vers l'extérieur. Un vrai cercle vicieux. On achète des crèmes de plus en plus chères pour compenser une fuite d'eau interne. Porteur. Et on ne construit pas un toit sur des murs qui s'effritent. Exactement. D'ailleurs, en parlant de murs porteurs et de les faire durer, la source aborde le vieillissement. On entend souvent parler de la perte de collagène, mais l'article met le doigt sur un mécanisme assez méconnu, la glycation. La glycation, oui, c'est le grand saboteur silencieux de notre peau. C'est quoi exactement? C'est lié au stress oxydatif et au sucre qu'on consomme. En gros, des molécules de sucre viennent se fixer sur nos fibres de collagène de façon très rigide. Ça les caramélise? C'est le mot. Ça caramélise nos protéines de soutien. Du coup, la peau perd son élasticité et les rides se creusent. Mais comment de simples acides gras peuvent nous protéger contre du sucre qui nous caramélise de l'intérieur? En servant de bouclier antioxydant. Une membrane cellulaire bien chargée en DHA et en acide linoléique, elle est ultra résiliente. Elle désamorce les radicaux libres avant même qu'ils déclenchent la glycation. Ah, malin. Et l'article parle aussi de la nuit, non? Oui, la régénération nocturne, c'est là que la peau répare les dégâts de la journée. Et pour ça, elle a besoin de bons matériaux. Un apport en DHA permet vraiment d'effacer les microdommages et de lisser les ridules de déshydratation pendant qu'on dort. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final pour ceux qui nous écoutent? Parce que comprendre la biologie, c'est génial, mais il faut savoir quoi faire concrètement. Et là, on rentre dans la jungle de la supplémentation. Une vraie jungle, c'est vrai. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a une énorme tendance pour l'alimentation végétale. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de saupoudrer des graines de lin ou des noix sur leur salade pour avoir leur dose d'oméga 3. Mais notre foie est en fait un très mauvais convertisseur, c'est ça, Even? C'est une illusion qu'il faut vraiment dissiper. Les graines de lin ou l'huile de noix, elles contiennent des oméga 3, oui, mais sous une forme courte qu'on appelle l'ALA. L'acide alpha-linolénique. C'est ça. Le souci, c'est que la peau, elle réclame de l'EPA et du DHA, donc des chaînes longues. Et pour passer de l'ALA végétale à l'EPA, le corps doit faire une conversion via le foie. Et on n'est pas doué pour ça. Catastrophique. Le taux de conversion chez l'humain dépasse rarement les 5 à 10%. Il faudrait boire des litres d'huile de lin par jour pour atteindre la dose nécessaire contre l'inflammation. Pourquoi notre corps est-il si mauvais à ce niveau-là? Évolution pure et simple. Nos ancêtres vivaient près des côtes, ils mangeaient du poisson qui contient de l'EPA et du DHA déjà prêts à l'emploi. Le corps n'a jamais eu besoin de devenir performant pour convertir les végétaux. Donc, comme le conseille la source, il faut privilégier les petits poissons gras. Sardines, anchois, maquereaux. Oui, car ils fournissent la brique finale, prête à s'insérer dans notre membrane cellulaire. Sans compter le danger des autres huiles, le ratio oméga 3,6. Cela soulève une question importante sur l'alimentation moderne, effectivement. Les huiles ultra-transformées, genre l'huile de tournesol qu'on trouve partout, elles regorgent d'oméga 6. Et on l'a vu, les oméga 6 nourrissent l'inflammation. Ils donnent des munitions à l'acide arachidonique. Exact. Si on inonde notre corps d'oméga 6 et qu'on manque d'oméga 3, l'incendie est inévitable. Donc, passer à une bonne huile de colza pour la cuisine, c'est déjà un excellent premier pas. Et si on veut prendre un raccourci et se supplémenter en gélules? L'article de Supernutrition donne des critères assez stricts. Avant de lire ça, pour moi, une gélule d'huile de poisson valait n'importe quelle autre gélule. Et c'est là-dessus que l'industrie joue. Prendre de mauvais oméga 3, c'est presque pire que de ne rien prendre du tout. Les huiles polyinsaturées sont hyper fragiles. Si elles sont exposées à l'air pendant la fabrication, elles s'oxydent. Elles deviennent rances. D'où ce fameux indice Totox. Voilà l'indice d'oxydation totale. Prendre une gélule avec un Totox élevé, c'est comme injecter du stress oxydatif direct dans le ventre. Ça fait l'effet inverse. Donc la gélule anti-inflammatoire devient un lance-flamme. C'est un peu ça. Il faut viser un Totox ultra bas. Et idéalement, l'article conseille de chercher le label EPAX qui garantit que les métaux lourds et les polluants ont été complètement purifiés. On vise à peu près 1000 mg par jour. Il y a un dernier paramètre crucial dont on doit parler, c'est le temps. Dans notre époque, on veut mettre une crème ce soir et avoir un teint de pêche demain matin. Sauf que la biologie s'en moque de notre impatience. L'épiderme a un cycle de renouvellement de 28 jours chez un adulte. Donc si je commence mes super oméga 3 ultra purs aujourd'hui, Les cellules qui vont en bénéficier naissent tout au fond de l'épiderme. Il leur faudra un mois entier pour remonter à la surface et former cette nouvelle barrière hydratée. C'est pour ça qu'il faut 4 à 6 semaines pour voir de vrais résultats. d'accord, c'est vraiment une question de patience. La santé de la peau demande la rigueur d'un architecte, on l'a vu, et la patience d'un jardinier. Pour résumer cette exploration, avant d'inspecter notre miroir, on devrait inspecter notre assiette.
Tout à fait. On cible le ratio oméga 3, on fuit les huiles transformées, on vérifie l'indice Totox si on achète des gélules, et on attend au moins 1 mois. Et bien sûr, comme le rappelle la source, tout problème de peau sérieux demande de consulter un dermatologue ou un médecin nutritionniste. Oui, l'information scientifique ne remplace jamais un diagnostic médical, c'est très important de le rappeler. Exactement. Bon, pour clore cette analyse, je repense à cette statistique folle de l'étude de Gertler, 98,3% des gens avec des imperfections manquent d'oméga 3. Mais au fond, la peau n'est que la partie visible du corps. C'est notre cadran de tableau de bord. C'est l'interface de notre système nerveux, carrément. Alors posons-nous cette question vertigineuse. Si notre peau clignote en rouge, si elle s'enflamme parce qu'elle est affamée de ses lipides structurels, dans quel état de sécheresse ou d'inflammation silencieuse se trouvent nos organes invisibles dans ces viscères intérieurs? Comme le cerveau ou le cœur qui dépendent exactement de ces mêmes acides gras. C'est ça, le cerveau est composé à 60% de graisse pure, sauf qu'un cerveau en carence, il peut pas faire pousser un bouton pour nous alerter. Ça fait réfléchir, oui. De quoi méditer sérieusement avant le prochain repas. Merci d'avoir suivi cette plongée approfondie au cœur de la biologie cellulaire. Prenez soin de vos fondations.